Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. On se trouve dans le magnifique site de l'abbaye de Beauport à côté de Paimpol. Ce site, il est préservé. Pour quelles raisons? S'il y a de l'histoire, il y a du patrimoine, on est dans une zone naturelle littorale? En effet, on est sur un site patrimonial majeur du département, un des sites les plus visités. Tout ça semble très naturel, très simple. C'est le fruit d'un long travail de préservation produit par le conservateur du littoral. Propriétaire des lieux. Propriétaire des lieux. Et nous, ça nous intéresse de présenter ce site parce que c'est une démarche de préservation, de promotion de la nature qui peut intéresser d'autres communes. C'est un travail très engagé sur les questions de préservation de la nature, de la remise en place de la nature. Et c'est principalement ça qui nous intéresse en ce moment où on subit une forte pression foncière sur l'ensemble du littoral costarmoricain. Il y a des actions assez fortes qui ont été produites ici. On a pu détailler deux actions, l'effacement d'un camping et la remise en nature d'une roselière avec notamment Françoise Lemoine, la directrice de l'abbaye, et puis Jérôme Le Breton, chargé de conservation au Conservatoire du littoral. Là, on est au cœur de la roselière, qui est l'habitat d'intérêt prioritaire sur le site, qui est un milieu naturel assez exceptionnel parce que rare sur le secteur littoral du Trégor-Gouello. Ici, on avait un usage agricole, on avait de la culture, avec une ferme qui se trouvait près de l'abbaye. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu un abandon des terres, il y a eu une déprise agricole. Et avec chance, c'est la roselière qui s'est installée et qui a pris le dessus. Malgré tout, on se pose la question, si aujourd'hui on devait refaire une découverte de la roselière, peut-être qu'on perturberait moins le milieu en créant plutôt des points de vue autour de la roselière et en évitant d'artificialiser ce milieu, puisqu'en fait le beau platelage qu'on voit ici, en dessous il y a peu de biodiversité à s'y développer. Donc l'idée c'est plutôt maintenant de faire des aménagements légers et en périphérie plutôt que d'aller au cœur des milieux les plus intéressants. Alors on se trouve au début du bois de Beauport, dans une vallée qu'on appelle la vallée du Théron, et qui est la porte d'entrée principale du massif du bois de Beauport, qui est un massif forestier en bord de ville qui représente 110 hectares. Il faut imaginer que sur cette enfilade de prairies de fond de vallée qui représente à peu près 2 hectares, on avait un camping qui avait donc été aménagé, qui avait donc nivelé le terrain, busé le ruisseau, donc un milieu qui avait été très très artificialisé et qui se retrouvait coincé entre la ville de Paimpol qui arrive jusqu'ici et l'espace naturel qui prend aujourd'hui le relais. Aujourd'hui, en tout cas, les bénéfices ils sont effectivement pour les espaces naturels, à l'écosystème, à la biodiversité, mais finalement, la meilleure renaturation que l'on peut faire, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire et dans laquelle on n'a pas besoin de choisir un état passé ancien. Alors Christophe, on vient d'entendre donc le conservatoire du littoral, la direction de l'abbaye, c'est donc des actions fortes, élimination d'un camping, renaturation d'un espace qui a été cultivé. Ce sont des exemples aussi où on peut aller produire ailleurs de la renaturation. On voit comment sur nos territoires c'est compliqué de soustraire. On a depuis des décennies pris l'habitude de plutôt aménager, plutôt rajouter. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'utiliser ce site comme exemple pour présenter à d'autres collectivités qui douteraient encore de la pertinence de ces démarches, d'avancer sur ces sujets. C'est ce qui se passe à Binic, la commune voisine. Justement, on va écouter Hélène Lutz, qui est l'adjointe à l'environnement à Binic, parce qu'il y a cette problématique peut-être de préserver certains sites, et notamment le site de la Ronews. La problématique, c'est est-ce qu'on conserve ou est-ce que l'on vend la Ronews au Conservatoire du littoral pour qu'ils détruisent et qu'ils mettent en place un projet de renaturalisation. Donc c'est un bâtiment public qui demanderait, aujourd'hui administrativement, ça demanderait énormément de travaux pour recevoir du nouveau public. Donc est-ce que l'on le fait? Est-ce que dans les temps actuels, c'est pas en centre-bourg, c'est
externalisé? Est-ce qu'on fait quelque chose là ou pas? C'est aux habitants de décider dans quel sens ils veulent aller. Alors Christophe, on le voit hein, avec l'exemple de Binic, c'est compliqué hein, de trouver un consensus aussi hein, pour l'avenir de ces sites littoraux. Malgré tout, il y a quand même une action régulière hein, du conservatoire pour préserver des sites. C'est un mouvement qu'on pourrait étendre. Cette question de la remise en nature est plutôt bien acceptée sur le littoral parce qu'on a des forts enjeux, parce qu'on craint une urbanisation débridée qui défraie nos paysages. Et même si c'est difficile, on a quand même un niveau d'acceptation tout à fait raisonnable. Par contre, dès qu'on s'éloigne du littoral, cette question-là continue d'être difficile à porter. Au CAU, on aimerait, nous, plus souvent, avec les collectivités, se questionner sur la question de la soustraction plutôt que de l'addition. Peut-être moins d'aménagements plutôt que de prolonger des aménagements qui se font souvent au détriment de la nature. Alors on voit quand même qu'il y a des exemples de renaturation même au cœur de l'urbanisation. Nous sommes allés voir justement l'exemple de Brec dans le Morbihan où un espace justement est rendu à l'eau notamment. Fabrice Roblet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Brec. Alors, on est dans le parc de la Chartreuse et dans cette zone qui est en pleine mutation en fait. C'était quoi l'idée principale d'intervention sur cette zone ? Alors on est devenu propriétaire en 2017 de cette parcelle de 5 hectares qu'on a achetée avec la congrégation des Filles de la Sagesse. On est autour de 5-6 000 habitants qui vivent à 500 mètres à pied de ce lieu. On s'est dit comment on va aménager cet endroit. Alors il y avait une partie connue un peu plus sèche en partie haute qu'on a aménagée en 2019. C'est un parc intergénérationnel avec des jeux pour enfants, des jeux de boules, une promenade, des plantations, des cheminements. Et puis le reste de cette parcelle, sur 3 hectares, c'était restaurer la zone humide qu'on avait identifiée dans le PLU et puis une dégradation constatée par tout le monde et puis des peupliers au nombre de 75 qui avaient été plantés dans les années 80 et qui avaient asséché cette zone humide et la fonctionnalité avait disparu. Donc il fallait recréer l'écoulement de l'eau aussi avec ces ruisseaux. Hein. Exactement, donc on a pris attache d'un cabinet qui nous a accompagnés aussi pour faire le diagnostic. Et justement, accompagnement technique aussi du département, on a rencontré Arnaud Cholet qui a beaucoup travaillé ici sur ces zones humides. On a remis l'assainissement en place, donc il était entièrement remis à neuf. Et le cours d'eau maintenant a été beaucoup plus reméandré, de façon à beaucoup plus déborder sur la zone humide. Et quand il y a des grands écouts hydrauliques, l'eau, au lieu d'aller directement comme un coup de fusil au loch, déborde gentiment sur la zone humide. L'eau est infiltrée, elle est drainée, infiltrée et naturellement auto-épurée pour après repartir vers le loch. Alors retour donc dans cette partie prairie humide. Alors évidemment, renaturer, rendre l'espace à la nature, eh bien, il faut que ça s'accompagne aussi d'une explication. Tout à fait. Les administrés des fois sont en attente. Son attente, il a fallu beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi on allait abattre 75 peupliers qui étaient là depuis une cinquantaine d'années. Donc on a expliqué que le peuplier faisait l'inverse. En fait, il a asséché la zone humide et a provoqué avec le temps des inondations en contrebas de cette parcelle. Donc en expliquant tout ça à nos administrés, en concertant, en expliquant, il y a eu une appropriation, hein, comme je le souhaite qu'ils s'approprient aussi la réalisation et la finalisation de ce projet. Merci Fabrice. Eh bien, on reviendra voir comment la nature a repris ses droits ici, mais pour le moment, eh bien, on va rejoindre Delphine Derville pour découvrir l'autre partie de cet aménagement avec le jardin intergénérationnel. Alors on se trouve dans le parc de la Chartreuse ici à Brec. Ce parc est en pleine mutation. Exactement. Alors nous sommes, comme tu viens de le dire Frédéric, ici sur le parc de la Chartreuse, qui porte son nom parce que nous sommes devant l'abbaye de la Chartreuse. Donc c'est un espace assez représentatif qui est resté pendant très longtemps, on va dire, à nu, dont la municipalité a souhaité faire un lieu de vie pour ses habitants, où que l'on habite à Brec. Ici, on est à 15 minutes à pied, à peu près, de chez soi. Une aire de jeu a été créée, un parcours sensoriel également a été créé, un jardin des senteurs, un espace dédié également aux personnes âgées qui peuvent venir se reposer, se promener. Plusieurs bancs ont été aménagés. Un espace aussi qui sert de lieu de rencontre aux lycéens du lycée professionnel qui se situe juste à côté. Donc un espace, somme toute, extrêmement vivant. Merci beaucoup Delphine, on reviendra dans quelques années peut-être pour voir le résultat de cette renaturation qu'on va aller découvrir sur d'autres sites.
Voilà, nous nous trouvons à Combrit, à la pointe de Combrit, en compagnie de Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Ici, nous sommes sur un ancien parking. Aujourd'hui, ça ne ressemble plus à un parking, mais c'était un parking. Oui, c'est ça. C'est un espace qui, jusqu'à il y a une douzaine d'années, servait de lieu de stationnement pour les visiteurs qui venaient se promener et trouver un lieu pour garer leur voiture au plus près de la mer, au plus près de la côte. On avait sur cet espace une multitude de voitures. Le sol était complètement râpé. Donc le site a été remanié pour retrouver un petit peu de naturalité sur ce terrain. On est venu gratter le sol, le griffer, le scarifier pour permettre à la végétation de revenir. Agnès, vous avez supprimé des places de parking. Oui. On est dans un site très fréquenté. Comment vous avez organisé du coup cette nouvelle organisation du stationnement? C'était vraiment l'objectif de refaire un petit espace de stationnement, une petite cinquantaine plutôt, et en arrière, mais sous des ombrages, en replantant des végétaux pour qu'on soit vraiment dans un petit bois stationné. Agnès, d'une manière plus générale, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes que l'on vous fait pour notamment déplacer des parkings, renaturaliser des sites sensibles comme celui-ci. Oui, alors c'est sûr que le plus emblématique et le premier de tous ces sites, ça a été la renaturation de la Pointe du Raz. Oui. Ça a été le lancement d'une prise de conscience du fait qu'on ne pouvait plus permettre aux visiteurs d'aller jusqu'au bout. Qu'en fait, ils venaient là pour se promener. Et donc l'idée, c'est que quand on vient se promener, on peut mettre sa voiture un tout petit peu plus loin et faire les quelques 100 mètres qui nous séparent de la mer. Merci beaucoup Agnès. On va continuer cette émission avec Charles Viala du CAUE du Finistère. La question de la renaturation, ça passe d'abord dire finalement ce lieu, il existe, il faut le révéler et surtout y aller avec une main très légère, c'est-à-dire ne pas faire des aménagements qui soient conséquents, c'est vraiment travailler en respect avec le lieu. Donc l'idée c'était d'abord de retirer du bitume et de mettre des parkings plus en arrière, parce que faire le parking trop près, finalement on enlève un peu du côté la surprise. Et le fait de le reculer, ça permet, on va dire, de donner à voir, mais de façon progressive. C'est vraiment de la mise en scène en fait.